Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce lundi, la première de la semaine. Allons tout de suite en kiosque avec la revue de presse. On commence donc par le quotidien. La nouvelle expression qui met en sa une, fonds Covid. Human Rights Watch veut une enquête. Au moment où le gouvernement camerounais s'apprête à faire un troisième prêt au Fonds monétaire international, l'organisation demande au FMI d'exiger du Cameroun de publier d'abord le rapport d'enquête de la Chambre des comptes sur les dépenses liées à la lutte contre le Covid-19. Liberté de la presse, écrit le journal. Les journalistes à l'étroit dans le classement mondial. Le Cameroun se retrouve parmi les pays où les journalistes continuent d'être emprisonnés. L'ONG Reporters sans frontières indique que le Cameroun perd ainsi 2 places au classement en 2 années consécutives. Fonds Covid, comment l'argent a été distribué? Un groupe d'acteurs de la société civile veut se pencher sur la gestion des fonds Covid au Cameroun. Décidément, les fonds Covid qui est au centre de toutes les attentions. Le Tchad, la position de l'Union africaine en dénonçant la prise de pouvoir par la force. L'institution continentale exige le transfert de pouvoir aux civils. Le journal L'Œil du Sahel parle de la Croix-Rouge camerounaise, la lettre de démission explosive du premier vice-président El Hadj Boukar, qui a donc démissionné de ses fonctions de premier vice-président national de la Croix-Rouge camerounaise. Il évoque une certaine dérive autoritaire et même managériale de la présidente nationale, Madame Cécile Akame Foumou. C'est à lire dans les colonnes du journal L'Œil du Sahel, qui parle aussi de Ngaoundéré troisième, Tibarka sans chef depuis 20 ans, et aussi ce classement de l'Office du baccalauréat du Cameroun qui classe le septentrion dernier, les établissements de ces 3 régions septentrionales qui sont donc bons derniers au classement national de l'Office du baccalauréat du Cameroun. Le journal Intégration parle de lutte contre le terrorisme en Afrique, débit perdu. Le journal indique que avec la mort du président tchadien, l'on craint qu'il y ait un véritable regain d'insécurité, de terrorisme dans la zone du Sahel, puisque Idriss Déby était véritablement un commandant en chef sur le théâtre des opérations. Fonction publique écrit intégration, le cartel des fraudes à nu en 10 ans. 10 ans après, l'on dénonce non seulement des fonctionnaires fictifs et toutes sortes de magouilles et toutes sortes de fraudes que les agents de l'État ont fait dans ce ministère pour bénéficier des avantages indus. Le journal Repère met ici en une parle ici d'Afrique centrale, la succession dynastique à le vent en poupe. On voit évidemment Ali Bongo au Gabon, Joseph Kabila en République démocratique du Congo, Théodorine Nguema Obiang en Guinée équatoriale, Mahamad Idriss Déby au Tchad, et évidemment la photo de Franck Biya apparaît parmi ces 6 visages, même si ce n'est pas encore le cas. Le quotidien Cameroun Tribune, obsèque du président tchadien, le réconfort du Cameroun. Le président Paul Biya était représenté à ces obsèques par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Béthia Somon, qui était porteur d'un message de réconfort et surtout d'une gerbe de fleurs du couple présidentiel. Le journal Émergence parle de succession dynastique au Tchad. La France, éternelle parasite de l'Afrique francophone. La France est donc ancienne puissance coloniale de ces pays, et dans tous les coups foireux qui se déroulent dans ces pays, que ce soit au Mali, au Tchad, en Guinée, un peu partout sur le continent, notamment même en Côte d'Ivoire. Le journal Le Soir parle des obsèques du maréchal au Tchad, Déby Itno, le MINDEF, messager des adieux de Paul Biya au peuple tchadien. Le financier d'Afrique, impact économique de la mort d'Idriss Déby en zone CEMAC. Le journal indique que le décès du bouclier protecteur de la zone CEMAC laisse planer une grande insécurité sur les projets intégrateurs et bilatéraux, le commerce transfrontalier, l'accomplissement des accords du fonds avec le Fonds monétaire international. Mutation, Yaoundé 7, ça casse et ça passe. Le journal indique qu'à l'origine, un complexe commercial de 70 boutiques construit à l'initiative de la mairie d'arrondissement, détruit par le maire de la ville à Tangana-Messi. Le conflit de compétences entre Tangana-Messi et les maires de la capitale se multiplie. Le journal parle aussi du décès de Déby. L'Union africaine prescrit une enquête pour voir clair dans la disparition brutale
du président maréchal du Tchad. Lutte contre Boko Haram, la coopération fructueuse entre Yaoundé et N'Djamena contre les terroristes. Le journal évoque ici les rapprochements ou alors les actions qu'a mené le gouverneur de l'extrême nord, Midi Yawa Bakari, en coordination avec le Tchad. L'arrondissement de Dikinmeki, le scandale d'une vente de forêt de 1075 hectares par Jules Doré-Nogo, le ministre des Forêts et de la Faune, qui entendait ainsi déposséder le peuple banen de 1075 hectares de terre. En tout cas, c'est à lire dans les colonnes du journal Équation. Le jour, les Camerounais rendent hommage à Germaine Aïdjo, Amidou Marafayaya, Maïdadi Sadou, Edouard Kinguet. Témoignage des compatriotes sur la femme du premier président de la République du Cameroun. Hommage à Déby, Betty Assomon revient de N'Djamena. Le journal nous raconte donc les événements, le déroulement de la cérémonie des obsèques du président tchadien. Filière coton, l'assaut des cotons recherche 33 milliards de francs CFA pour acquérir de nouveaux équipements afin d'accroître sa production de plus de 3000 tonnes de coton l'an, écrit le quotidien de l'économie. Le journal Entrepreneur parle de gabegie financière. La nuit des longs couteaux s'annonce à Douala deuxième autour de cette bataille foncière un don foncier accordé par le chef de l'État à la communauté Youpoué, ici même à Douala. Et puis le journal Censure qui parle d'appui de l'État à la presse privée, le sadisme d'une mafia. Le journal indique évidemment qu'entre les montants ridicules et des attributions fantaisistes, la presse camerounaise vient de subir une outrageante humiliation infligée par la mafia ayant ses activités dans les couloirs du ministère de la Communication. Les patrons de presse ne peuvent rien y faire puisque c'est une aide et non un droit. Mais cette aide a subi beaucoup de changements depuis quelques temps. D'abord, le nom a changé, on parle désormais d'un appui. Ensuite, les mots d'attribution et qui laissent bien à désirer. On peut lire dans les colonnes de ce journal. Voilà pour ce qui est donc de la revue de presse. Place à présent avec nos invités du lundi. Thierry Nopé, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Lunes. Je rappelle que vous êtes directeur de publication, évidemment, avec l'actualité qui vous a marqué. Bonjour Jean-Paul Tumat, bonjour également Biana Batana. On ne reviendrait jamais sur l'actualité sans pour autant parler notamment de la Covid. Il est clair qu'on en parlera, c'est devenu comme un marronnier. Vous savez que le Fonds monétaire international y travaille énormément, surtout les organisations internationales également. Donc c'est un sujet surtout qui concerne le landerneau, qui touche non seulement le landerneau politique mais également le corps social. Donc nous le regardons toujours avec beaucoup d'intérêt. Bernard Madana, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes, évidemment avec l'actualité qui vous a marqué. Good morning Bali Kumbat, good morning Wututu. Alors l'actualité qui m'a marqué justement, c'est l'absence dans l'actualité, la quasi-absence dans l'actualité de Germaine Aïdjo et de Gervais Mendoza qui ont été enterrés ce week-end. Tout se passe comme si l'actualité sur les obsèques du maréchal du Tchad est venue pratiquement faire ombrage à cette autre actualité qui concerne deux Camerounais qui ont œuvré pour cette république. Alors, c'est cette absence de l'actualité qui, pour moi, est une actualité. Les 1075 hectares de Dikinmeki, ça vous a entre autres choses. Mais nous disons que, on dit souvent dans cette langue-là, parce que je suis issu de cette aire géographique, que ce qui appartient à un fourmi ne s'arrache jamais. Ce qui est pour les bananes restera pour les bananes. Il n'y a pas de raison que les terres de bananes leur soient arrachées. La précision valait la peine, vous savez pourquoi je parle, n'est-ce pas? Voilà. Allez, Thierry Nopé, on commence donc par le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une. Human Rights Watch veut voir clair, veut une enquête autour des fonds Covid. Est-ce que cette sortie de Human
Rights Watch ne s'apparente pas à un acharnement, surtout que l'on sait déjà que le Fonds monétaire international a déjà posé comme condition qu'il faudrait qu'on audite les anciens fonds qui ont été gérés et que par la suite, évidemment, le président Biya, à travers le ministre d'État secrétaire général, a prescrit une enquête que tous les auteurs, les co-auteurs et les complices soient mis aux arrêts dans cette affaire. Human Rights Watch avait-elle encore besoin de frapper, d'enfoncer cette porte ouverte? Bon, c'est une organisation non gouvernementale qui est restée constante. Pourquoi croyez-vous justement que c'est de l'acharnement? Ils font le travail, ils font ce pourquoi ils sont là. Donc je continue à croire que, à mon sens, le travail a été suffisamment fait là-dessus. Mais vous savez quel est le sort qui est réservé aux rapports, aux enquêtes, à toutes ces commissions qui sont généralement déployées par les gouvernants, notamment par la présidence de la République. Et généralement, des résultats seront là, mais le Commun des Cameroun ne sait pas exactement de quoi ça retourne, qu'est-ce qui s'est passé. Et là, il s'agit carrément d'une affaire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est devenu comme un marronnier. Il s'agit d'une affaire qui touche quand même le corps social. Il s'agit, on parle de la pandémie liée à la Covid-19, et il y a beaucoup d'argent qui a été décaissé. Il y a même la Nouvelle Expression, le quotidien, qui a publié une liste de ces allocations totales des fonds ou du Fonds spécial de solidarité nationale. On l'a toujours dit, le ministère de la Santé publique qui vient en pole position avec 46 milliards, 46,600 ou 45 milliards, 630 millions de francs CFA. Il y a le ministère de l'économie qui se retrouve avec 26 milliards. À quoi a servi cet argent-là? Et le ministère des enseignements secondaires qui devait même, en principe, être impliqué au premier chef, parce que les établissements scolaires sont un terreau fertile à la propagation de cette pandémie-là, étant donné que les mesures barrières de distanciation sociale ne sont pas nécessairement respectées, encore moins les autres mesures barrières qui ont été préconisées par l'Organisation mondiale de la santé, et notamment le gouvernement camerounais, ne sont pas nécessairement appliquées à ce niveau. Mais le ministère de la Santé publique des enseignements secondaires se retrouve seulement avec 7 milliards. Et on vous dirait effectivement que des ministères tels que celui de la recherche scientifique se retrouvent avec 6 milliards 100 millions, et de l'argent, selon les informations que nous avons jusqu'ici décaissées par les ministres eux-mêmes, parce que ce sont les noms instituts personnels qui sont évoqués dans le cadre de cette répartition. À quoi a servi cet argent? Est-ce qu'il y a des dispositifs qui ont été mis à l'entrée de ces ministères ou dans les différentes délégations? À quoi exactement a servi cet argent? On veut savoir. Et au-delà de cet argent qui a été mis à disposition, notamment par le Fonds monétaire international et tous les mécanismes liés aux emprunts, il y a également de l'argent qui a été débloqué par beaucoup de structures locales pour accompagner le gouvernement dans le cadre de cette lutte-là. À quoi a servi cet argent-là? On ne reviendra pas sur le scandale du riz Orca, on ne reviendra pas sur ces centaines de millions qui ont été donnés par des particuliers au ministère de la Santé publique. Qu'on nous dise exactement, les Camerounais veulent savoir, parce que la pandémie liée à la Covid-19 n'est pas encore derrière nous, et quand bien même cela serait plus ou moins le cas, parce que le Cameroun a quand même réussi cette résilience-là, mais il faudrait continuer à tirer la sonnette d'alarme pour dire aux gens que ce n'est pas toujours fini, et qu'au moment où le Cameroun s'apprête encore à emprunter de l'argent auprès des organisations internationales, notamment la Banque mondiale, le FMI, il faudrait justement qu'il y ait toute la clarification possible et que le gouvernement aille au-delà des enquêtes qui ont été prescrites. Bernard Batana, ce rappel de Human Rights Watch vaut tout son pesant d'or? Effectivement, mais moi je dis que par rapport à la Covid-19, notre seul moyen pour nous, le citoyen lambda, de lutter contre cette maladie, c'est l'eau, le masque et le gel. L'eau, le masque et le gel. Lorsque nous voyons les faramineuses sommes d'argent qui étaient allouées au département ministériel, nous pensons que, honnêtement, si on avait servi, on utilisait cet argent à bon escient, on aurait l'eau dans tous les carrefours de toutes les villes du Cameroun. Parce que c'est ça notre moyen de défense, le premier. Et le chef de l'État le dit. Le chef de l'État toujours dit, continuez à porter le masque, continuez à vous laver les mains. C'est le minimum, c'est les usuels, c'est les fondamentaux.
Malheureusement, l'eau manque. Et même dans les domiciles, il faut le préciser. Quand on voit les sommes qui ont été allouées, les faramineuses, ça donne du tournis, M. Tchouniat. Ça donne du tournis, vivement. Parce que le grand peuple veut savoir pourquoi nous n'avons pas eu l'eau pour lutter contre la Covid-19. Pourquoi nous n'avons pas eu la simple eau? On pouvait profiter pour avoir de l'eau. On n'en a pas eu. Pourquoi nous n'avons pas eu de masques? On n'en a pas eu. On continue à acheter les masques alors que beaucoup d'argent a été dépensé, beaucoup d'argent a été alloué au département ministériel pour cette fin-là. Je pense que autant Human Rights qui veut une enquête, autant la présidence de la République qui a instruit au ministre de la Justice d'ouvrir une enquête sont sur le droit chemin. Je crois qu'ils viennent répondre. Ils viennent répondre aux sollicitations du grand peuple qui veut savoir ce qu'on a fait de cet argent. Ça commence à mettre du temps. Ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait avant qu'on le débloque? Moi, je pense que logiquement, quand on demande au FMI de débloquer la deuxième tranche, logiquement, il faudra qu'on sache ce qu'on en a fait de la première tranche. À quoi ça va servir? À quoi ça va servir? Human Rights Watch demande de prendre toutes les dispositions nécessaires pour s'assurer de la transparence dans la gestion de fonds et notamment la mise à disposition des informations sur les marchés publics. Tout à fait. On ne va pas aller très loin. Moi, je pense que on ne peut pas aller très loin. Il y a des fondamentaux à respecter. Les fondamentaux de gestion. Des fondamentaux de gestion. C'est-à-dire, on a dit, c'est la riposte contre la Covid-19. On nous a dit, lavez-vous les mains. On nous a dit, portez le masque. On nous a dit, utilisez le gel hydroalcoolique. Mais tous ces trois-là, on nous a dit, lavez-vous les mains avec du savon ou le gel hydroélectrique. Il n'y a pas de savon. Il n'y a pas de savon, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Mais on a alloué de fortes sommes d'argent. Avant qu'on arrive à la vaccination, on devait avoir ces fondamentaux. Bernard Batana, dans tous les cas, on attend de voir Human Rights Watch qui a donc enfoncé le clou et tient à ce que cet argent, avant que le FMI ne débloque la troisième tranche, qu'on voit clair dans cette affaire. En tout cas, c'est un sujet que nous allons continuer de suivre. Thierry, une autre actualité qui fascine depuis quelque temps, c'est évidemment en une du journal Émergence qui dit « La France comme un parasite en Afrique francophone ». Est-ce que ce titre, pour vous, décrit effectivement ce que fait la France en Afrique? En réalité, c'est la réaction d'un Camerounais face à une actualité fort simple. Vous savez effectivement que même les chefs d'État au niveau de l'Union européenne, de l'Union africaine ont souhaité qu'il y ait une enquête autour du décès du président, du maréchal Idriss Déby. Tout le monde sait que des sources officielles arguent qu'il a été tué au front d'une balle au front. Est-ce que cela est possible? Est-ce qu'un chef d'État, notamment la trempe de Déby, allait en plus maréchal, il faut le préciser, dans l'ordre militaire. Au front? Est-ce qu'il n'y avait pas des étapes à franchir ou des barrières, notamment de sécurité, à franchir pour arriver à son niveau? C'est la raison pour laquelle cet argument est utilisé jusqu'ici, ou brandi de manière officielle à la face du monde, reste assez peu convaincant. C'est la raison pour laquelle la communauté internationale souhaite voir plus clair sur exactement ce qui s'est passé au front. Et beaucoup, justement, de ces sources laissent croire que Idriss Déby, si vous l'avez écouté lors de sa campagne, lors de la campagne qui a abouti à l'élection du 11 avril 2021, était assez courroucé par le comportement de la France. Il a suffisamment tensé le rôle de la France en Afrique, notamment en Afrique centrale. Il a estimé qu'à un moment donné, les libertés doivent s'arracher. On ne va pas... Les Africains, ou notamment les Africains de l'Afrique centrale, ne doivent plus continuer à être à la merci de la France. Il a même essayé, plus ou moins à son niveau, de mettre à mal la Françafrique, même comme beaucoup de chefs d'État arrivés au pouvoir ont toujours dit que c'est une simple vue de l'esprit, mais pourtant tout le monde sait que dans les faits, ce rôle-là est assez patent à la preuve. Vous avez vu, à ses obsèques, un seul
président, un seul chef d'État d'un pays occidental. C'était la France et c'était Emmanuel Macron. Donc, tout laisse croire effectivement qu'il peut avoir des répercussions, des relents de désapprobation par rapport à ces différentes sorties-là. Est-ce que le successeur du feu maréchal Idriss Déby sera à l'image de ce qu'un chef, de ce que la France souhaiterait? Est-ce que ça serait Mahamad Idriss Déby qui est là pour 18 mois si les choses se passent comme telles, surtout que les rebelles du FAC sont de plus en plus favorables au dialogue. Il y a deux chefs d'État d'ailleurs qui travaillent ces derniers jours pour que la paix revienne à ce niveau. Pourquoi c'est maintenant que les rebelles du FAC sont pour le dialogue? Pourquoi n'ont-ils pas fait cela pendant que le président Idriss Déby était en fonction? Vous voyez bien que est-ce que c'est la même ritournelle qui a toujours accompagné les coups d'État en Afrique, où quand la métropole ne veut pas, on trouve des moyens, parfois même internes, pour éliminer un chef d'État encombrant, afin de favoriser l'émergence d'un nouveau, plus maniable. On n'en sait pas grand-chose, mais il y a quand même des faisceaux d'éléments qui laissent croire que tout n'a pas été dit autour du décès du maréchal Idriss Déby. Bernard Batana, lorsqu'on regarde tout ce spectacle, ce cinéma, est-ce qu'on n'est pas même de se poser la question aujourd'hui, est-ce que la France n'a-t-elle pas éliminé simplement Idriss Déby pour adouber finalement son fils? Parce que c'est un peu là où ça paraît un peu paradoxal et contradictoire. Le goût du pouvoir finalement pour le fils qui accepte de marcher sur le sang de son père? Alors, il faut d'abord partir de Idriss Déby lui-même. Il était un soldat dans l'âme. C'était un guerrier. Il était plus militaire que politique. La seule campagne qu'Idriss Déby pouvait faire, c'est d'aller au front. C'était ça sa campagne électorale. Aller au front. Et il a bien dit, lui-même de son vivant, je ne vais pas au front parce que je suis courageux. Je vais au front parce que j'aime le Tchad. Il est mort pour le Tchad. Et il est mort. Et il a dit, lui-même, qu'il aimerait que l'histoire retienne que quelqu'un est mort au front. Moi, je pense que c'est déjà tout dit. Maintenant, est-ce que la France est derrière? Moi, je suis contre ces développements qui font de la France une nourriture, un objet qu'on mange à tous les râteliers. La France, on doit la considérer comme un partenaire pour les pays africains. On a dit, on a traité la France de tous les noms d'oiseaux selon le cas. Moi, je pense qu'au lieu de regarder la France, il faut regarder ceux qui sont les gestionnaires de la chose publique en Afrique, que ce soit en Afrique centrale, c'est eux qu'on doit regarder, pas la France. Mais la France, c'est un partenaire. Oui, et vous ne pouvez pas vous imaginer que la France... Un partenaire avec qui vous traitez les pays africains, pays français d'égal à égal? Vous ne pouvez pas vous imaginer que la France aille en Afrique pour jouer. La France a ses problèmes. Hein? Le président de la France a ses problèmes. Il a des chômeurs à placer. Il a une grogne. Il faut satisfaire tous ces gens-là. Si on peut venir en Afrique et que nos gestionnaires locaux ne cherchent pas à sécuriser nos biens, eh bien, la France va vous les prendre. C'est de cela qu'il s'agit. C'est une question d'intérêt. Conclusion. La France est un véritable parasite. Non, ce n'est pas une question de parasite. C'est un partenaire qui vient chercher. Il faut bien que les Français disent. Sans respecter les règles du partenariat. Mais c'est vous qui devez, c'est vous les Africains, qui devez définir les règles, protéger vos biens et définir les règles. Parce que comme vous êtes indépendant, vous êtes libre dans la gestion, libre d'accepter le partenaire qui vous plaît. C'est de cela qu'il est question. Il ne s'agit pas de traiter la France de tous les noms d'oiseaux. Bernard Batana s'est dit, Thierry Nyompel, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé au Tchad, il y a la Centrafrique,
j'ai pas envie de dire que la France a perdu la Centrafrique parce que la Russie est présente en Centrafrique, c'est un fait. Et est-ce que quand la France voit ça, ça peut pas être... Et voir les attitudes du président Déby qui avait déjà un discours de plus en plus autonome, oui, et il s'est dit il faut vite régler cette situation, sinon je risque de perdre beaucoup de pays dans le précaré français. En réalité, je ne prendrai pas le contre-pied de Benin Batana, mais je n'accuserai non pas la France d'être nécessairement responsable de tous les maux qui minent l'Afrique. Parce que quand vous regardez également la gestion, malheureusement post-mortem, c'est là où ces informations ont été rendues publiques, du maréchal Idriss Déby, vous avez de fortes raisons de croire en réalité que le Tchad était géré par la famille, comme une monarchie. Et quand vous regardez, vous continuez à scruter l'actualité, vous vous rendrez compte que le Tchad est l'avant-dernier pays en Afrique sur le plan énergétique. Quand vous regardez la France, le Tchad, vous vous rendrez compte que c'est l'un des pays qui était les mieux, en fait les plus pauvres, notamment en Afrique et surtout en Afrique centrale. Alors, comment peut-on comprendre justement qu'avec toutes les richesses que l'Afrique regorge, qu'on se retrouve encore en train de subir ce genre de choses. Il y a également un problème de malgouvernance qui se posait. Vous vous rappelez qu'il y a une frange des hauts gradés tchadiens qui ne voulaient pas que le président Idriss Déby porte la casquette de maréchal. Apparemment, ce vocable-là ne sied pas nécessairement aux chefs d'État africains. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé avec le maréchal Mobutu, Bokassa et les autres. Donc, est-ce que c'était la voie royale par laquelle il devait nécessairement sortir? Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui peuvent être apportées à ce niveau. Mais je continue à croire que quand on a un discours comme celui d'Idriss Déby qui, à un moment donné, on peut s'assagir, hein, on l'a toujours dit. Par exemple, pour faire une digression avec le Cameroun, le président Biya a atteint un âge où il n'a plus rien à perdre. Il n'a plus peur de rien. Il ne devrait plus avoir peur de rien. Donc, il peut prendre des décisions, il peut prendre des postures qui ne siéraient pas nécessairement à la métropole. Et c'est le cas d'Idriss Déby. Vous vous rappelez qu'en 2002, lui-même le dit dans l'une de ses interviews avec les journalistes français, je ne voulais pas être candidat, mais c'est la France qui m'a obligé à être là. C'est la France qui a envoyé un constitutionnaliste que je ne connaissais même pas, qui est venu modifier la constitution pour que je sois, une fois de plus, porté à la tête de ce pays. Donc, le faire, quand tu oses le faire, le sort est scellé. Alors, venant à peine de prendre le pouvoir, il avait encore seulement ce goût du pouvoir-là, il s'est laissé faire en 2002. Mais entre 2002 et 2021, il y a quand même Bernard Batama 19 ans. Oui, 19 ans. 19 ans qui sont découlés et il a eu le temps de s'assagir. Il a eu le temps de mûrir. Il a eu le temps de comprendre effectivement que les intérêts des Tchadiens sont au-delà de toute chose, au-dessus de toute chose. C'est la raison pour laquelle, si vous l'avez écouté pendant sa campagne électorale, il a été assez clair. Il est plus que jamais temps pour les Tchadiens de prendre le destin en main. Donc, on peut comprendre que ce faisceau d'éléments est peut-être milité en sa défaveur. C'est bien déplorable. Pour sortir de la question, il y a ce recul de la liberté de la presse qu'indique le journal La Nouvelle Expression. En 2 années consécutives, le Cameroun a perdu 2 places. Bernard Batana. Oui, il y a des développements qui sont nécessaires au niveau de la presse, au niveau de la gestion même de la presse. Il y a beaucoup de boulot d'étranglement qui font en sorte que le journaliste ne travaille pas dans des conditions requises. Chacun a ses responsabilités face à ce recul-là. La responsabilité de l'État même, qui n'ouvre pas ces informations à la presse, la responsabilité de l'État même, qui n'encadre pas les journalistes, la responsabilité de l'État même, qui refuse même de subventionner l'interpellation des journalistes. L'interpellation des journalistes, entre autres. Je pense qu'il y a beaucoup, au moment où on s'achemine du toit de la Journée mondiale de la liberté de la presse, je crois qu'on devait mettre toutes ces récriminations sur la table pour que les journalistes travaillent dans toutes les conditions requises. Thierry Niopé, un mot pour sortir sur cet article paru dans le journal Censure qui indique le sadisme d'une mafia avec la répartition de ses appuis à la presse privée. Le journal décrit un certain nombre de dysfonctionnements
Et comment vous appréciez cela en tant que directeur de publication? En réalité, je n'en demande jamais. Je n'ai jamais fait appel à l'aide à la presse privée parce que c'est devenu c'est vraiment dérisoire que cela ne vaut pas la peine du tout. Si vous sortez 250 000 francs toutes les semaines pour publier un journal, vous vous rendez compte qu'un million, ou moins d'un million qu'on vous donne, ne vous servirez pas grand-chose, encore moins pour acheter les ordinateurs ou payer vos collaborateurs. Mais quand vous regardez la liste des journaux qui ont été publiés, à la limite, je me suis mis à rire parce que je me suis rendu compte qu'il n'y a même pas le 1/3 des journaux qui paraissent normalement, qui paraissent hebdomadairement. Parce que au-delà de la presse écrite, je suis également promoteur d'une chaîne de télévision où on fait la revue de la presse tous les matins et j'ai la latitude de voir tous ces journaux-là. Je ne vois pas ces journaux qui ont bénéficié de cette aide-là paraître. À se demander d'où sortent-ils? Quel est le fichier qui est présent au ministère de la Communication? Il faudrait qu'on le dise. Parce que ceux qui travaillent normalement, non, je ne m'en dois à rien du tout. Et ceux qui ne travaillent pas du tout, c'est eux qui bénéficient de cette aide-là. Vivement qu'ils continuent dans cet élan. Mais nous, pour continuer à garantir notre indépendance, je crois que solliciter cet appui ou cette aide ne sert pas à grand-chose. Voilà, et il faut dire que beaucoup de fonctionnaires sont impliqués dans... Oui, ils sont des directeurs de publication. Directeurs de publication par personne interposée. Dont on voit le journal lorsqu'on a envie de l'appui à la presse. Merci, cher. Merci Bernard Batana, merci à Thierry Nyopé. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette édition de la Revue des Grandes Unes. Restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision avec la semaine qui démarre.